il est certain que la lacune persistante de l'historiographie française, c'est la place des Noirs dans l'histoire générale de la France. Quand on considère les travaux des historiens français de Bodin jusqu'à Braudel, Braudel, c'est le fondateur de l'école des Annales, qui est décédé, comme chacun le sait, en 1985. On constate que les Noirs ne sont présentés que dans le chapitre de l'esclavage, voire de la colonisation. Il s'agit donc d'un cas accidentel du développement du processus historique en France. Cela revient donc à dire que les Noirs n'ont pas été des sujets de l'histoire de France, mais tout au plus des objets qu'on a insérés, si vous voulez, dans une construction théorique qui les a présentés tantôt comme des esclaves, qui sont devenus ensuite des indigènes et qui aujourd'hui sont des immigrés. Autrement dit, si je voulais parler de façon imagée, je dirais que pour l'historien français, disons ordinaire, le noir, c'est un ancien esclave qui a accédé de façon fortuite et par la grâce du maître. C'est tout le sens des abolitions, des théories autour des logiques abolitionnistes, au statut privilégié de coloniser et qui est aujourd'hui un migrant cosmopolite. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de racines, qui présente un cas unique dans toute l'histoire universelle, c'est-à-dire un être sans conception, sans vision, sans paradigme dans l'histoire générale de l'humanité. C'est pour combler cette lacune persistante de l'historiographie française que nous avons effectivement élaboré cet ouvrage qui s'inscrit aussi dans un contexte, c'est-à-dire une certaine actualité, celle de la montée de la prise de conscience de la communauté noire en France autour de la question noire elle-même, laquelle question, comme vous le savez, a été quelque part, disons, posée comme problématique centrale par Dieudonné, par la loi Taubira et par la naissance récente du Conseil représentatif des associations noires dirigé par Patrick Lozès. Donc, il y a une vision du noir qui, de mon point de vue, ne cadre pas avec les données historiques dont nous disposons. Et il y a aussi l'urgence de l'actualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'histoire urgente, l'histoire événementielle. Voilà. Alors, s'agissant du contexte lui-même, c'est-à-dire de l'historiographie française et de la question noire, qui, je le soutiens, demeure une question marginale dans le cadre des préoccupations, des thématiques de l'historiographie française, et on peut dire que certains historiens ont véritablement développé une approche négrophobe de l'histoire de France. Et Jules Baudin déjà, vous savez que Jules Baudin, il est né en 1530 et il est mort en 1596. À cette date déjà, l'esclavage avait été largement amorcé, puisque d'après les documents historiques, nous pensons que l'esclavage a débuté en 1440, mais est devenu un système, si vous voulez, un système organisé à partir de 1444. Donc, Jules Baudin, quelque part, prend l'esclavage en marche. Et la question que Jules Baudin pose, c'est la question du statut de l'Africain. L'Africain est-il un être humain, c'est-à-dire une créature de Dieu, d'après les dogmes chrétiens qui étaient en vigueur depuis les débats du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, ou est-ce que l'Africain est tout simplement un animal? Un animal. Et donc, le même débat, vous le savez bien, a eu lieu dans le contexte de ce qu'on a appelé l'évêque Las Casas et un de ses contradicteurs, célèbre lui aussi, ont posé ça dans ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Est-ce que les Indiens sont des êtres humains ou tout simplement des animaux? Si on répond que les Indiens sont des animaux, ça dit qu'ils n'ont pas de
personnalité. Ils n'ont pas d'intelligence. À ce moment-là, on peut en faire des bêtes de somme. Le même problème se pose pour le noir, toute proportion gardée. Et Jules Baudin répond que rien ne permet de dire que l'Africain soit un homme. Il a toutes les apparences d'un homme, mais ce n'est pas quelqu'un qui se perçoit comme tel. Donc l'Africain n'a pas une vision humaine de sa propre personne, et par conséquent, ce n'est pas quelqu'un auquel on peut appliquer des idées avancées, des idées humanistes par conséquent. Et ensuite, on voit que le cas Voltaire est significatif. Voltaire, ce n'est pas n'importe qui. Voltaire, si vous le savez, c'est celui qui a fondé ce qu'on appelle l'histoire culturelle de l'Europe, l'histoire des mœurs, des us et coutumes, si je puis m'exprimer ainsi. Et dans Essai sur les mœurs et sur l'esprit des nations, Voltaire dit que les Noirs ne sont pas véritablement des êtres humains, puisqu'ils sont capables de se vendre entre eux. Il reprend ainsi les premières thématiques d'une littérature que j'appellerai ici apologétique, puisqu'aussi bien les premières sources relatives à la traite reconnaissaient explicitement que c'était une agression et qu'il y avait des exactions. Il dit donc, Voltaire, je cite de mémoire, « Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres, on nous reproche ce commerce, un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité, celui qui se donne un maître est né pour en avoir. » Donc Voltaire dit par là que la faute que commet l'acheteur, n'est-ce pas, n'est plus une faute dès lors que ce n'est pas lui qui vend. Mais ce même acheteur dit que c'est la liberté qui est l'essence du destin de l'humanité. Donc, quand Voltaire parle de liberté, écrit le traité de tolérance, etc., il fait allusion à des abstractions. C'est-à-dire, la liberté n'est pas universelle pour Voltaire. Mais la raison pour laquelle Voltaire fait ça, c'est parce qu'il était lui-même actionnaire de la traite des nègres. Voltaire était actionnaire et bénéficiaire de la Société des Indes occidentales. Donc, dans l'historiographie, Voltaire va pousser la logique de Baudin à sa plus extrême conséquence, c'est-à-dire qu'il va poser qu'il y a antinomie entre la liberté et l'essence du nègre et la négritude comme telle. Nous allons passer ensuite à des penseurs comme les philosophes du XVIIIe siècle qui vont également poser le problème, si vous voulez, de l'irrationalité du nègre. Et le nègre, c'est un idolâtre. Il n'a qu'une conception fétichiste du sacré. Et par conséquent, on ne peut pas lui appliquer la logique d'une révélation divine. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller l'évangéliser et l'esclavage va lui apporter beaucoup plus d'humanité. Dans ce contexte, évidemment, il y a quelques rares figures, notamment Condorcet, qui vont aller jusqu'à dire non, quels que soient nos intérêts dans les colonies, il faut admettre que ce que nous commettons là porte un nom, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre le genre humain. Mais la tendance générale au sein de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières était que dès lors qu'on fait des exactions, qu'on met des exactions sur les Noirs, puisque les Noirs ne sont pas des hommes en tant que tels, ce n'est pas un crime non plus. Donc, la philosophie des Lumières était en fait, vue des colonies, une philosophie des ténèbres. C'est pour ça qu'on s'étonne un peu qu'aujourd'hui, on ait fait de cette philosophie des Lumières la philosophie qui aurait remis en cause l'esclavage, alors qu'on constate que la plupart des philosophes des Lumières étaient eux-mêmes des actionnaires de la traite négrière. C'est ce paradoxe qui va ensuite aboutir à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle à l'émergence de ce qu'on appelle l'anthropologie ou l'ethnologie. Et le philosophe allemand Hegel avait décrété effectivement que l'Afrique est un continent anhistorique, que l'Afrique ne fait pas partie du développement historique, que ce qu'on appelle l'Égypte appartient à l'Orient et à l'esprit oriental, mais l'Afrique proprement dite est enveloppée pour toujours dans le manteau noir de la nuit. Par conséquent, ce qu'on appelle le progrès humain n'est pas du tout applicable à l'Afrique noire. L'Afrique n'est même pas susceptible de développement. Et il va reprendre la thématique selon laquelle c'est l'esclavage qui a apporté plus d'humanité parmi les nègres. Les philosophes du XXe siècle vont développer la logique de l'évolutionnisme, mais ils ne vont pas remettre en cause le fait que l'Afrique soit un continent à part dans l'histoire humaine.
Et ils vont dire que c'est le climat chaud de l'Afrique qui l'a empêché de rejoindre les principaux courants civilisateurs dans l'histoire universelle. Donc, le climat tempéré est propice à l'éclosion de l'esprit et au développement de l'esprit. Et inversement, le climat est chaud, tropical, et enveloppe l'esprit dans ce qu'on appelle la virtualité. Nous voyons donc comment s'est construite cette historiographie, et l'école des annales que Braudel va développer, va pousser à son point culminant. Cette école des annales va reprendre cette thématique. C'est l'objet de l'ouvrage Grammaire des civilisations, ouvrage dans lequel Braudel reprend pour l'essentiel et contre toute attente les thèses de Hegel. Je veux dire par là que la philosophie de l'histoire en Occident a toujours nié la contribution du noir à l'histoire universelle. Je laisse de côté les courants raciologiques comme Gobineau, n'est-ce pas, Vacher de la Pouge, etc., et les courants théologiques proprement dits qui remontent à la littérature patristique, c'est-à-dire au père de l'Église. Voilà ce que j'appellerais l'épistémologie raciste de cette philosophie occidentale de l'histoire, et c'est contre cela que des générations d'historiens africains, américains et africains, n'est-ce pas, auront à lutter en renversant l'obstacle de Hegel et de l'hégélianisme dans le cadre des sciences humaines et sociales concernant l'Afrique. Aujourd'hui, il est d'usage de dire en France qu'il n'y a pas de question noire, parce que la France n'admet pas les classifications ethniques. Donc la France repose son socle institutionnel, si je puis m'exprimer ainsi, depuis la Révolution, depuis le triomphe de la République sur la monarchie. Son socle institutionnel repose sur l'idée de l'égalité des chances, sur l'idée qu'il n'y a qu'une communauté nationale, mais il n'y a pas des communautés en France, ce qu'on appelle l'idéal républicain. L'idéal républicain lui-même reposant sur les principes que vous connaissez, à savoir l'égalité, la fraternité et la liberté. Ça, c'est une construction théorique qui, pour séduisante qu'elle soit, ne tient pas compte de la réalité, c'est-à-dire des conditions de vie des populations qui vivent en France. De sorte que, de toutes les questions, les philosophes français ont parlé de la question juive, à la suite des philosophes allemands. On a parlé de la question arabe ou arabo-musulmane. On a parlé même du sort des gitans, du sort des protestants, etc. Mais jamais on n'a posé le problème des Noirs. Parce que la droite conservatrice, celle qui a hérité, si vous voulez, des idées de colonisation, etc., je ne dis pas qu'elle fut la seule à penser la colonisation, mais je veux dire qu'un penseur comme le roi Beaulieu, par exemple, a toujours affirmé que le noir ne peut vivre en France que comme citoyen de seconde zone. Donc, au moment où la France préconisait la logique assimilationniste, elle n'était pas conséquente avec elle-même, puisque cette logique aurait, si vous voulez, devrait aboutir à ce qu'on appelle la citoyenneté, qui est le plus grand acquis de la Révolution française. Or, c'est l'inverse qu'on a vu, puisque ces gens-là, tout en étant soi-disant sous l'empire français assimilationniste, étaient assujettis à un code discriminatoire, dit code de l'indigénat. Donc cette contradiction-là, on la retrouve également dans ce qu'on appelle le statut social des Noirs en France. Donc on est passé du statut de l'indigénat au statut d'assimilé, et aujourd'hui, on est en train de parler du statut des minorités. Donc les Noirs seraient en France assujettis à un statut minoritaire de tout temps, et au lieu de distinguer, comme c'était de coutume lorsqu'on voulait diviser les gens, et les Français d'outre-mer, hein, de les distinguer des Africains originaires du continent des anciennes colonies, et de l'AOF, de l'AEF, etc., on parle aujourd'hui de minorités visibles pour englober en fait aussi bien les Antillais que les Africains. Les Antillais qui étaient citoyens français d'ailleurs depuis des lustres et qui ont même été citoyens avant les Corses et avant certaines régions proprement intégrées dans le cadre de la métropole française. Il en résulte donc, si ce constat est exact, que les visions raciologiques dont nous avons parlé tout à l'heure
n'ont jamais fait l'objet d'une déconstruction. C'est-à-dire que le casque colonial n'est plus sur les têtes, mais le casque colonial est toujours dans les têtes. La perception du noir est toujours la même. Et on dit qu'il n'y a pas de race, il n'y a que des populations. Mais ce qui compte dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire sociale, ce sont les phénotypes, c'est-à-dire l'apparence raciale. C'est ça qui a conduit à plusieurs génocides. Donc, il y a un certain discours qui se veut humaniste, qui nie l'existence de variétés biologiques, fût-ce au niveau du phénotype. Mais ce discours, en réalité, est hypocrite, parce que ce discours laisse entendre qu'il y a uniformité, que tout le monde est sur le même plan, et c'est un certain discours progressiste et humanitariste de gauche. Donc, il y a des gens de gauche qui disent qu'il ne faut pas poser la question noire, sinon la France risque de basculer dans ce qu'on appelle les dérives communautaristes et identitaires. La notion de communautarisme a été forgée fort à propos par les gens qui vivent eux-mêmes en communauté. C'est-à-dire, il y a des populations en France qui ont leur propre école, qui ont leur propre synagogue, qui ont leur propre banque, etc., mais qui dénient le droit aux autres populations d'avoir également leurs propres écoles, etc. Donc, quand il s'agit des Noirs, il y a communautarisme. Quand il s'agit des Beurs, il y a communautarisme. Mais quand il s'agit des descendants de Juifs, il n'y a pas de communautarisme. Puisque quand on entend le mot communautarisme dans la bouche de Filkenkotte, qui se dit philosophe, on est absolument, on est abasourdi. Puisque chaque jour, il va faire des conférences dans le consistoire communautaire de Paris. Donc, ce que nous voulons dire simplement, c'est que on confond communautarisme et multiculturalisme. C'est-à-dire, notre ouvrage pose que le multiculturalisme est un fait accompli dans la société française. Et que la confrontation des différences n'est pas en soi un problème. La confrontation des différences ne devient un problème que lorsque le socle institutionnel de la République est basé sur la négation de l'identité culturelle de certains peuples à l'exclusion d'autres. Voilà le problème. Donc si on considère que la France est une nation blanche, une nation chrétienne, une nation, disons, héritière des Lumières, on exclut alors les 3/4 de la France d'aujourd'hui. On exclut les Antilles, on exclut même les Bretons, on exclut les Basques, et finalement on renoue avec la logique des rois d'Île-de-France, les rois francs qui sont venus avec le glaive et le feu imposé, et une langue unique, la langue du conquérant latin. Voilà un peu ce que nous avons voulu montrer dans cette deuxième phase de l'actualité du combat, parce que certains sont en train de polariser la question uniquement sur des questions de les casseurs. Il paraît qu'il y a des casseurs qui viennent de banlieue et ils sont maintenant noirs. On s'attendait à voir des Arabes, mais on voit de plus en plus de Noirs. Ou alors Dieudonné qui fait des déclarations incendiaires qui relèvent de la concurrence mémorielle, etc. Moi, je dis que par delà l'aspect émotionnel du problème, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'aller à la racine de cette question-là et de trouver une solution. Ça ne sert à rien d'être autiste et ça ne sert à rien de tromper les gens. Il faut poser le problème de la nation française. Est-ce que la nation française est une nation blanche, chrétienne, ou est-ce que c'est une nation multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle? Selon que vous répondiez à une ou l'autre des questions, vous êtes dans le cas des extrêmes, ce qu'on appelle le lepénisme des esprits, la lepénisation des esprits. Parce qu'il y a le lepénisme sans Le Pen et le lepénisme avec Le Pen. Ou alors, vous êtes dans le cadre d'une ouverture d'esprit qui fait que la France va sortir de la spirale du déclin pour devenir une nation moderne, une nation prospère qui donne sa chance à toutes les composantes de la communauté nationale. C'est ça l'enjeu de l'ouvrage pour ce qui est des prémices épistémologiques. Alors, donc, quand on parle d'identité culturelle, en fait, la notion d'identité suppose qu'un peuple se reconnaît dans un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont le fruit d'un héritage historique. Donc, il y a l'aspect patrimoine, un patrimoine culturel. Et il y a un autre aspect, c'est que la tradition elle-même n'est pas figée pour toujours. Elle est perméable à toute forme de transformation, d'innovation.
Donc, avoir de l'identité, une vision fixiste, c'est de l'idéologie. En fait, ce qu'on appelle l'identité, c'est une chaîne ininterrompue des innovations. Et les peuples sont précisément des peuples qui développent leurs facultés intellectuelles face à des défis donnés. Les Noirs de France aujourd'hui sont face à des défis. Et ces défis supposent qu'ils arrivent à poser la question de leur origine. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites dans le monde actuellement, et vous ne pouvez pas non plus savoir où vous allez. Quelle est votre vision, quel est votre avenir? Donc c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, on affirme que les Noirs africains n'ont pas été, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, des acteurs de leur propre histoire. Quand les Noirs créent des civilisations, même à Zimbabwe, on dit que c'est le roi Salomon qui est descendu, qui a traversé tout le Sahara pour aller déposer des merveilles qu'il n'a pas eues dans son propre berceau palestinien, hein, au cœur de l'Afrique. Donc, on fait des frustrations de patrimoine. C'est-à-dire, on enlève aux populations Shona, aux populations Bantou, hein, l'héritage que leurs ancêtres ont pu réaliser. Donc, il en est de même de toutes les civilisations, même la civilisation Yoruba d'Ile Ife, et Léo Frobenius, qui était pourtant un auteur très prisé, très connu, a affirmé que ce sont des populations de l'Atlantide qui sont venues créer les masques et les bronzes du Bénin que nous observons et nous contemplons aujourd'hui. Il n'y a pas une civilisation en Afrique qui ait pu être, en dernière analyse, le fruit du génie des Noirs. Donc c'est ça le travail de l'africanisme eurocentriste. L'africanisme eurocentriste repose sur une escroquerie intellectuelle et morale. Et donc, les Noirs des Antilles, les Noirs des États-Unis, les Noirs de toutes les régions du monde, qu'ils soient ou non des descendants d'anciens Noirs déportés, ont des liens historiques avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine historique commun qui trouve son ancrage dans la vallée du Nil depuis les origines même de l'humanité. Donc, nous disons que l'humanité entière trouve dans l'Afrique aujourd'hui sa véritable matrice. L'Afrique a apporté quelque chose dans le système solaire où nous nous trouvons qu'aucune autre variété humaine n'a apporté. C'est que l'Afrique a fait don à l'humanité de l'homme lui-même. L'Afrique a fait à l'homme le don le plus précieux qui est celui de l'homme. Donc, à partir de cette considération, nous disons que l'identité culturelle, sa première composante, c'est l'histoire. C'est-à-dire ce que Cheikh Anta Diop a appelé le facteur historique. La deuxième composante, c'est le facteur linguistique. Aucun peuple ne peut exister et communiquer, créer une culture authentique, une culture riche, sans sa langue. De sorte que la question n'est pas anodine quand on demande à un Antillais s'il use de ce que Madame Mazama appelle l'Africain caribéen, que certains appellent le créole. Cette question n'est pas anodine. Elle n'est anodine que pour ceux qui souhaitent que ce peuple ne s'épanouisse jamais. Mais elle ne l'est pas pour ce peuple lui-même. Je me résume donc en disant que les hommes qui sont responsables, qui veulent survivre dans le concert des nations, se préoccupent de leur patrimoine linguistique. La troisième composante, c'est ce qu'on appelle la composante proprement spirituelle. C'est-à-dire l'esprit humain crée des valeurs, crée des systèmes métaphysiques de représentation du cosmos, crée des systèmes, si vous voulez, qui permettent de se relier aux êtres transcendants comme les divinités, etc. Est-ce que les Noirs africains ont connu, oui ou non, un héritage spirituel digne de ce nom? Est-ce que les Noirs des Antilles ont, oui ou non, un héritage spirituel? Est-ce que les Noirs des États-Unis ont un héritage spirituel qu'on peut étudier sur la base de la documentation, oui ou non? C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas une discussion autour de la querelle des mémoires, comme le disent certains, qui de toute façon montrent par là leur parti pris, n'est-ce pas? C'est tout simplement une question vitale. C'est-à-dire pour le Noir, la réappropriation de son identité culturelle est la seule condition de sa survie dans le 3e millénaire où nous entrons. Donc, les discussions, si vous voulez, journalistiques, auxquelles certains peuvent s'adonner, dans des ouvrages récents, comme Noir et Français, de Stephen Smith, qui récidive d'ailleurs après son ouvrage tristement célèbre qu'on appelle Négrologie, hein,
etc. Nous disons que tous ces ouvrages-là sont des pamphlets négrophobes. Ce ne sont pas des enquêtes historiques ou des enquêtes scientifiques dignes de ce nom. Donc, la question de l'identité culturelle dont vous venez de me parler et dont j'ai redonné la définition conceptuelle admise, nous amène en fait vers ce qu'on peut appeler la promotion de l'homme noir dans le monde comme créateur et non pas comme consommateur. Le noir doit être un créateur, un bâtisseur. Il doit cesser d'être un consommateur, quelqu'un qui imite et qui, de toute façon, en imitant, n'arrive même pas à retrouver, si vous voulez, la forme originelle de ce qu'il imite. Donc, nous sommes face à la fascination d'un modèle qui est le modèle occidental, et ce modèle que nous nous représentons comme le point le plus paroxystique du développement de l'esprit humain, ce modèle lui-même est en crise en réalité. C'est parce que l'Occident, à travers ses valeurs, est en crise que le noir aujourd'hui pose la question de la résolution de cette crise. Donc, contrairement à certains qui sont des déclinologues qui annoncent la fin de la civilisation française, nous disons que c'est la renaissance de la communauté noire qui pourra rendre possible, n'est-ce pas, la renaissance de la communauté nationale tout court. C'est ce que nous affirmons dans notre travail, sur la base donc d'une documentation scientifique fouillée et exigeante. Quand je parle d'enjeux historiographiques, c'est que, évidemment, les ouvrages historiques qu'on utilise pour instruire nos propres enfants sont des ouvrages qui ne tiennent pas compte de l'apport des Noirs à la civilisation française. Ce sont des ouvrages qui ne parlent que des esclaves noirs, qui ne parlent que des épisodes de la colonisation. Vous savez bien qu'on a dit récemment d'ailleurs que la colonisation a eu des aspects positifs. Bien. Donc, la première question que j'ai posée, la première thématique historiographique que j'ai posée, c'est à quand remonte la présence des Noirs en France? Ça, c'est une question importante. Est-ce que les Noirs sont arrivés en France sous Richelieu? Est-ce que les Noirs sont arrivés sous les Capétiens, sous les Mérovingiens, etc. Et, contre toute attente, je dis que dans l'état actuel de nos connaissances, en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique et en génétique, les premiers hommes modernes qui ont occupé la France, le territoire que nous appelons aujourd'hui la France, dite métropolitaine pour être plus précis, étaient des mélanodermes, étaient des Noirs. C'est-à-dire ces populations sont venues de l'Afrique tropicale. Ces populations sont venues de façon absolument certaine dans le midi de la France à partir de 40 000 ans, il y a 40 000 ans. Ces premiers spécimens d'hommes modernes auraient suivi deux voies. La première voie, c'est ce qu'on appelle, en sortant du continent africain, l'isthme de Suez. Donc, ces populations sont passées par la Palestine, où on trouve des traces, d'ailleurs, d'anciennes populations Homo sapiens sapiens, qu'on appelle les hommes de Kafzé, étudiés par le professeur Bar Youssef et d'autres spécialistes, et sont venus ensuite vers l'Europe, selon un processus qui est cerné maintenant de façon claire par les préhistoriens. La deuxième vague serait venue par le détroit de Gibraltar, qui était guéable à l'époque. Donc, en arrivant au sud de la France et au sud des autres régions de la péninsule ibérique, notamment le professeur Bosch-Guempera a étudié les semages de ces populations en Espagne et au Portugal, ces populations auraient été confrontées à des conditions de vie impossibles. Il est certain que le froid de la dernière glaciation de Würm, qui a duré 100 000 ans ou plus, ne permettait pas à l'homme de vivre normalement. Ces populations ont donc été obligées de se barricader dans des grottes, c'était des troglodytes, et c'est pour cela que le legs culturel que nous leur devons, que la France leur doit, parce qu'on nous parle aujourd'hui des grottes de Lascaux, avec l'art, d'ailleurs on dit même que c'est le premier art pariétal, c'est faux. Parce que si ces populations ont amené l'art de l'Afrique subtropicale, c'est qu'il y avait
un foyer artistique dans leur pays d'origine. De fait, on a trouvé ce qu'on appelle l'art de Blombos, qui date de 80 000 ans, mais qu'on a ramené à 60 000 ans. Mais dans tous les cas, cet art remonte à un passé immémorial. Et de même, ces populations ont dompté la nature. Donc il y a eu l'embryon d'une technologie en Europe même. Ces populations ont utilisé aussi ce qu'on appelle le sacré. Voilà pourquoi vous avez des rites de passage qu'on ne trouve qu'en Afrique. Voilà encore une autre preuve. Donc, vous trouvez des sorciers dansant masqués en train de faire des chasses comme à l'africaine. On a même étudié le régime alimentaire de ces populations. On a vu que c'était des populations qui mangeaient du manioc. Mais on ne trouve pas du manioc dans le froid quand même. Donc, ces populations, on les appelle aujourd'hui des Cro-Magnons. En fait, c'est de l'idéologie. Parce que les Cro-Magnons sont au contraire leurs descendants qui ont changé d'apparence sous le froid. Mais ces premières populations, on les appelait Grimaldi avant, les Grimaldiens. N'est-ce pas? Et ce mot Grimaldi a disparu de l'anthropologie par amalgame idéologique. Donc, il est certain que les premiers hommes qui ont peuplé la France étaient des Noirs, des mélanodermes. Donc la question de savoir qui sont les Français de souche et qui sont les autres Français ne se pose même plus maintenant. Je pense que ça satisfait tout le monde, y compris Monsieur Le Pen. C'était des Noirs qui étaient les autochtones en France. Il ne peut pas en être autrement. Ce qu'on appelle les Blancs sont apparus plusieurs millénaires après, sous ce climat excessivement froid. Et dans l'état actuel des choses, le professeur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur André Pic du Collège de France. Il dit que, une certitude, ces premiers hommes modernes qui ont peuplé la France étaient des Noirs. Donc si un Français, comme André Pic, préhistorien de surcroît, spécialiste, dit que ses ancêtres à lui étaient des Noirs, moi je ne peux pas être plus royaliste que le roi, je me rallie donc aux conclusions d'André Pic et des plus grands spécialistes comme Yves Coppens. Donc ça c'est une première thématique extrêmement importante. Ensuite, nous montrons que la civilisation dite gallo-romaine elle-même, c'est-à-dire le substrat culturel de la France, s'est élaborée à partir des apports de civilisation de la vallée du Nil qui étaient dus à des populations noires. Je ne donnerai qu'un exemple pour aller vite. La civilisation gallo-romaine connaissait le culte d'Isis, connaissait le culte de Sérapis, connaissait le culte d'Anubis. Prenons le culte isiaque. Seule la présence de ce culte et le fait que les Romains aient ramené ce culte de Rome, où c'était en vigueur, n'est-ce pas? Les premiers chrétiens, en tout cas, il est certain que ces premiers chrétiens vénéraient Isis, cette déesse venue de quelques contrées d'Afrique, cette déesse noire dont aucun mortel n'a jamais soulevé le voile, disent les textes. Donc, c'est là l'origine de ce qu'on appelle les Vierges Noires, des sanctuaires mariaux. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame d'Anvenise, etc. Et c'est ce qui explique que vous avez des toponymes où, quand ces cultes étaient en vigueur encore, parmi les premiers Français et Gaulois, le culte isiaque s'entend. Et vous avez des villes comme Cormeilles en Parisie, Parisé, ville Parisie, etc. Et jusqu'à la capitale de la France elle-même, qui était le sanctuaire d'Isis. C'est-à-dire l'étymologie de la ville de Paris, c'est sanctuaire d'Isis. Il y avait un temple d'Isis à Paris, qui se trouvait, effectivement, à l'emplacement de la zone qu'on appelle aujourd'hui Butte de Chaumont, mais qui a disparu. Mais en tout cas, Paris, c'est la ville d'Isis. Donc, si Isis, son culte, a fécondé la civilisation dite gallo-romaine, on ne peut pas s'en tenir uniquement à cet héritage culturel. Nous disons que, dans l'histoire de France aujourd'hui, il n'y a pas de thématique qui rende compte sérieusement de l'impact et du rôle civilisateur des populations noires improprement dénommées Maures. Du mot moros, Mauritius en latin. Mais Maures, ce sont des Noirs qu'on appelait Maures. C'est la littérature arabe qui a dit que ces Noirs étaient des Maures. N'est-ce pas? Donc, ce qui est certain, c'est que ces Noirs faisaient partie des grandes armées des Sarrasins. Et lorsque vous étudiez la civilisation médiévale,
vous vous instruisez des écrits de cette civilisation à travers les travaux notamment des médiévistes français comme Duby, Georges Duby, vous vous rendez compte que dans toutes les chansons de gestes, vous avez les hauts faits de ces morts-là. Donc c'est ce qu'on appelle dans la littérature française l'idéal chevaleresque. L'idéal chevaleresque supposait la présence de la chevalerie. Il y avait des chevaliers en Europe. Mais ces chevaliers, le modèle leur est venu des grands empires africains. C'est dans les grands empires qu'il y avait des chevaliers. Dans les empires soudanais de l'Ouest africain. Dans les empires de la vallée du Nil, il y avait des chevaliers. Il y avait la cavalerie. Il y avait tout ça. Il y avait même des chevaliers qui ont accompagné Ramsès II dans ses expéditions contre les peuples leucodermes, n'est-ce pas, d'Asie. Quoi qu'il en soit, l'idéal chevaleresque, ça veut dire l'existence d'un code de combat qui était diamétralement opposé aux mœurs indo-européennes. Où, effectivement, quand on prenait un village ou une cité, il fallait massacrer tout le monde. Eh bien, l'idéal chevaleresque, c'est l'introduction de l'humanité, c'est-à-dire de la maths, dans le conflit même entre les hommes. C'est-à-dire qu'il faut préserver la vie des hommes, il faut les traiter humainement, il faut les traiter dignement. Donc, je dois conclure en disant que ce sont les Noirs qui ont humanisé la guerre, qui ont fait que ce qu'on appelle aujourd'hui les conventions internationales en matière de guerre remontent donc à cet idéal chevaleresque que l'Afrique a transmis à l'Europe, il est certain. Donc quand on dit que Charles Martel a chassé des Arabes à Poitiers, etc., c'était tout simplement une diversion. Et nous savons qu'il n'y a pas de source. De même, en revanche, quand on parle des Noirs dans les chansons de gestes du Moyen-Âge, notamment la chanson de Roland, etc., et vous connaissez les épisodes de Ganelon, etc., ben vous voyez le rôle qui était attribué aux Sarrasins. Parmi les Sarrasins, les Noirs étaient considérés comme les plus nobles des chevaliers, les plus humains. Il n'est pas jusqu'en Corse où le génie noir, l'humanité du noir n'a été appréciée. C'est ce qui explique l'étendard, même le drapeau des Corses, l'emblème. Donc nous disons que ce chapitre a été occulté, qui va de la fin de l'Antiquité tardive, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, on n'a pas parlé des grandes figures intellectuelles noires sous la monarchie française. J'affirme qu'à toutes les époques du développement de la monarchie française, donc sous les Capétiens, sous les Carolingiens, hein, et sous même ce qu'on appelle les Bourbons, n'est-ce pas? Les Noirs avaient un rôle important. Je ne donnerai que deux exemples. Le rôle d'un grand homme qu'on a appelé plus tard un fils d'un prince d'Assini. L'Assini, c'était le terme qui désignait la Côte d'Ivoire à l'époque, n'est-ce pas? À l'époque de Louis XIV. Nous sommes donc sous le règne du roi Soleil. Quand Madame Carrère d'Ancos dit que la polygamie est un trait culturel africain, je dois lui rappeler que Louis XIV avait 9 femmes officielles et 15 maîtresses. Voilà. Donc, la polygamie était un trait européen aussi. Tous les rois français étaient polygames, absolument. Hein? Je ne vais pas citer depuis Clovis. Donc, ce qui est important ici, et d'ailleurs, elle est à l'Académie française, c'est étonnant qu'elle ne sache pas ça. Hein? On ne va pas quand même apprendre aux académiciens français l'histoire de France. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que Aniaba était le conseiller culturel, en fait, de Louis XIV. C'est lui qui rédigeait les lettres de Louis XIV. C'est lui qui rédigeait ses discours. Voilà pourquoi les Européens n'ont jamais étudié son rôle en tant que conseiller culturel. On dit qu'il y a un noir qui est présent à la cour, mais il sert à quoi? Est-ce qu'il passe son temps à dormir dans la cour? Non, c'était le conseiller culturel. Parce que le roi n'était pas une lumière. Louis XIV n'était pas une lumière, donc il lui fallait une lumière qui vient d'Afrique. Bon, ensuite, nous disons que Saint-Georges, le chevalier de Saint-Georges, c'est un noir, et effectivement, il y a un auteur qui a été vilipendé et brocardé, c'est notre ami, le grand historien qui a écrit sur Napoléon, hein, qui a démontré que Napoléon était un criminel de guerre, Claude Ribes. Claude Ribes a fait un ouvrage extraordinaire sur le chevalier de Saint-Georges. Je passe sur l'importance de cette figure-là sous la monarchie française. Et j'en viens maintenant aux deux plus grands écrivains
français. Voilà. Maintenant, je dis que quand on fait l'histoire de la littérature française, on ne peut pas cacher la lettre de Victor Hugo à Alexandre Dumas. Donc, j'ai produit cette lettre dans mon livre pour la première fois. Dans cette lettre, ne serait-ce que pour ça, il faut acheter le livre des éditions Ménébu, parce que personne ne connaît cette lettre. Et Victor Hugo l'appelle son modèle et son maître. Victor Hugo appelle Alexandre Dumas fils de noir, originaire de Saint-Domingue, dont on connaît l'ancêtre qui avait conquis à lui tout seul l'Égypte, avant d'être rétrogradé par jalousie par Bonaparte. Hein? Et Alexandre Dumas fils est le plus grand écrivain français des temps modernes, de tous les temps. Alexandre Dumas fils est le plus grand écrivain français de tous les temps. C'est lui qui a fait la mythologie française. C'est-à-dire quand vous parlez par exemple du comte de Monte Cristo, mais c'est un noir qui a écrit ça. Quand vous parlez des trois mousquetaires, D'Artagnan de Tarascon, c'est-à-dire l'idéal de la culture française, c'est ce noir qui a dans son imagination restitué ce génie littéraire du peuple français. Donc nous connaissons aussi Aimé Césaire. Bon, cette fois-ci je ne vais pas trop parler quand même, je vais donner la parole à André Breton, le pape du surréalisme. Et il dit ceci, et c'est un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un seul blanc pour la manier sur terre. Ça veut dire que Aimé Césaire est un génie de la langue française. Aimé Césaire a transformé la langue française et a fait de cette langue une langue de lumière. N'est-ce pas? Cette fois-ci, les vraies lumières, pas les ténèbres maintenant. Donc, c'est la lumière qui est sortie des poèmes de Césaire. Le cahier d'un retour au pays natal, les armes miraculeuses, cadastres, fragments, etc. Donc, je pense que les Noirs, les deux plus grands écrivains français, les écrivains français majeurs, étaient des Noirs. Il y a Alexandre Dumas fils et Aimé Césaire. Dernier point que je voulais soulever, entre autres thématiques historiographiques, que je peux m'étendre à l'infini, n'est-ce pas? Donc on mesure la richesse aussi du contenu de l'ouvrage, c'est que on présente souvent un épisode de l'histoire de France qui fut très important, comme un effort de guerre que les Noirs auraient fait simplement parmi d'autres populations. L'ouvrage de Dominique Lormier sur les armées d'Afrique vient de renouveler encore cette thèse-là. Ce que je soutiens, c'est le contraire, à savoir que ce sont les Noirs qui ont libéré la France du joug de l'occupation nazie. Il est évident que lorsque le général de Gaulle, en terre d'exil, donc à Londres, sur les ondes de la BBC, a lancé son fameux appel historique, la France métropolitaine était sous occupation. Donc, cet appel n'a été entendu qu'en Afrique. Et c'est un gouverneur guyanais, Félix Eboué, qui a demandé aux Africains qui étaient alors assujettis au travail forcé et au code de l'indigénat de voler au secours de la France qui était menacée. Et que le général de Gaulle lui a assuré que ce faisant, les Africains allaient recouvrer la liberté. La France libre allait donner la liberté aux colonies. Il s'est trouvé, bien entendu, des gouverneurs sur place dans l'AEF de l'époque pour s'opposer à l'ordre du général de Gaulle et pour combattre le Guyanais Félix Eboué. Il n'en demeure pas moins que 6 millions de Noirs ont été, si vous voulez, levés dans une conscription militaire pour voler au secours de la France. C'est pour cela que la vraie bataille qui a permis la libération de la France a eu lieu dans le désert de Libye. La bataille de Bir Hakeim, la bataille de Libye. Et Hitler, qui avait compris l'importance stratégique de l'Afrique, a mobilisé toutes ses troupes en dégarnissant même les pôles de défense de l'Europe centrale. Et c'est Rommel qui était à la tête de ce corps expéditionnaire qu'on appelle l'Africa Corps. Il y a eu donc une bataille aérienne, une bataille terrestre et une bataille navale. Lorsque l'Allemagne a perdu à Bir Hakeim, il y a eu 2 500 000 Noirs qui ont perdu la vie. 2 500 000 Noirs. C'est comme ça que la France a repris l'espoir. Donc quand on nous dit que ce sont les Américains qui, en
en chutant par parachute sur les sables de la côte normande, notamment à Omaha Beach, qui ont libéré la France, je pense que là, c'est une falsification historique qu'on ne peut pas accepter. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de cette thématique historiographique ne demande qu'à être soumise à un débat contradictoire avec les historiens. Donc, ce que j'affirme ici, et je le dis sur la base des documents dont je dispose, c'est que je me mets à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique, donc des historiens français, pour étudier la consistance ou non des thèses que j'avance dans le cadre de cet ouvrage. Bon, ce qui, je crois, mérite d'être retenu au terme de cette investigation dont j'ai montré tout au long du développement et de notre entretien le caractère rigoureux, c'est-à-dire documentaire, ce qui ressort comme message, c'est d'abord que le problème des conflits de mémoire, ce que certains appellent conflit de mémoire, mais que moi j'appelle falsification de l'histoire. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est de la falsification historique. Il n'y a pas de concurrence mémorielle. Ce problème ne peut être résolu que sur le plan scientifique. Ce ne sont pas des gens qui vont se réunir autour d'une table pour négocier et couper la vérité en 2, en 3, en 4, comme si on partageait une pomme. Il faut restituer la vérité historique. Et sur la base de la vérité historique restaurée, on peut envisager, dans un deuxième temps, un dialogue des civilisations. Et pour nous, ce dialogue des civilisations suppose qu'on reconnaisse d'abord que chaque peuple a une culture d'origine. Donc les Africains, la composante d'origine africaine de la nation française, a une culture d'origine. Donc, si ce qu'on appelle l'intégration, dont je n'ai jamais pu d'ailleurs saisir le contenu réel, si ce qu'on appelle l'intégration a un sens, pour moi, ce sens ne peut résider que dans la reconnaissance du multiculturalisme, de la diversité et de la fusion, du lien fusionnel avec les cultures d'origine. Autrement dit, un jeune originaire de la Guadeloupe doit connaître l'histoire et la culture de la Guadeloupe, doit connaître l'héritage de la Guadeloupe, c'est-à-dire il doit connaître Ignace, il doit connaître Solitude, il doit connaître ce qui s'est passé à Batouba, ce qui s'est passé à Brembridge, avant de connaître le code de Napoléon. Voilà ce que je veux dire. Donc il est logique qu'un jeune qui vit en France et qui est d'origine africaine connaisse l'empire mandingue, connaisse l'empire Songhai, connaisse la confédération Ashanti, la reine Zinga, etc. Donc nous pensons que c'est en connaissant leur héritage historique que ces jeunes peuvent contribuer à l'œuvre de redressement de la France et non pas répéter ce qu'ils ont appris tout le temps, c'est la même chose. Il y a des jeunes noirs qui connaissent tout sur Charlemagne, mais qui ne connaissent rien sur leur propre origine. Mais quand on est israélite en France, la première chose qu'on fait, c'est la connaissance de l'histoire semi-légendaire d'Israël. Parce que l'histoire des patriarches, nous l'avons démontré, est enrobée de légendes. De même que la soi-disant construction biblique, qui est un échafaudage inconsistant. Et de même que l'histoire de Salomon, de David, etc., le royaume de Juda, d'Israël, la conquête de Canaan, tout ça, et les historiens israéliens eux-mêmes, sur la base des conquêtes et des découvertes archéologiques, reconnaissent qu'il y a beaucoup de faits qui relèvent de la légende. Mais aujourd'hui, on enseigne ça comme une histoire positive, des acquis positifs de l'histoire de l'humanité. Nous n'entendons pas substituer à des légendes d'autres légendes, fussent-elles noires. Ce que nous demandons simplement, c'est la réappropriation de l'histoire
des Noirs par la jeunesse noire elle-même. Et c'est comme ça qu'elle sera utile à la fois à son continent d'origine, mais également à la nation dans laquelle aujourd'hui elle est amenée à vivre. Nous pensons donc, en guise de conclusion, que l'enjeu du débat historiographique, nous pensons que la bataille pour l'égalité, pour la diversité et pour la dignité, derrière cette bataille se profile une bataille autrement plus décisive, autrement plus exigeante, n'est-ce pas, qui est la bataille des idées et des idéaux. Seule la bataille des idées et des idéaux garantira la pérennité de notre présence comme sujet de notre propre histoire dans le destin de la nation française. Donc, nous disons que le professeur Cheikh Anta Diop a développé des thèses scientifiques qu'on ne peut pas réfuter aujourd'hui sur la base des arguments. Donc, nous pensons que toutes les tentatives de diversion auxquelles se livrent les africanistes ainsi que leurs disciples, comme certains nègres, Pape Ndiaye ou Mbokolo, Elika Mbokolo je veux dire, tout cela ne peut pas empêcher l'histoire africaine de devenir une référence incontournable pour la jeunesse noire de France. Et c'est à cette œuvre de réconciliation de la civilisation française avec l'héritage africain qui fut décisif dans son développement historique que nous invitons nos lecteurs, ainsi que les amis de l'association Africamat, de la revue Ankh, de toutes les revues. Nous pensons notamment à certaines publications des États-Unis et à tout ce qui se fait, la revue Afrique-Caraïbes que nous n'oublions pas, tout le travail qui est fait par des générations de chercheurs et d'historiens comme Jean-Philippe Omotunde, René-Louis Etilé, etc., etc. Et nous pensons que c'est cet héritage-là qui va nous réconcilier avec nous-mêmes et avec l'humanité.